et puis vinaigre. Kaki vinaigre. Pas si pas ni 4 parties bac, donc vinaigre. Ils sont cultivateurs, ils sont vinaigres. Si tu as tête là, comment manger? Mon petit coco, tu vas voir. Donc cette zone de Jarry est née du développement de Pointe-à-Pitre dans la mesure où un des choix incontournables était qu'on ne pouvait plus accueillir sur le port de Pointe-à-Pitre les gros bateaux tels qu'ils allaient arriver. On ne pouvait plus débarquer de conteneurs. La darse, petit bassin en forme de fer à cheval, est depuis le XVIIIe siècle le cœur maritime de la cité. Des navires de tout rang, goélettes, trois-mâts, gabarres, viennent y accoster pour débarquer des marchandises, des passagers ou le courrier postal des dépendances. Le trafic est dense et coloré, et tout est entreposé en vrac. D'autres navires sont attendus avec plus d'impatience. La goélette amenant le courrier ou le paquebot de la Compagnie Générale Transatlantique. Au-delà du gigantisme du navire, les badauds viennent découvrir les nouveaux arrivants. Et donc le choix s'est à peine posé. On pouvait garder du petit portuaire, j'allais dire, sur Pointe-à-Pitre, mais tout ce qui était le gros trafic était obligatoirement dévié à un endroit où on pouvait en avoir des espaces de stockage, de transformation, etc. Et la zone de Jarry, j'allais dire peut-être chance divine, entre guillemets, qui était juste mitoyenne de Pointe-à-Pitre, qui était sous le vent de Pointe-à-Pitre, c'est-à-dire que toutes les pollutions industrielles et même sonores, etc., que la zone industrielle a dégagées, ne retournaient pas vers Pointe-à-Pitre. En plus, la zone était relativement libre et proposée à cet instant-là par le propriétaire à un prix extrêmement abordable, 2,50 francs. Donc ça veut dire que le prix d'achat, à l'époque pour nous, était de 0,25 € le mètre carré, ce qui est extrêmement intéressant. Bon, donc il est clair qu'on n'a pas rechigné à payer le propriétaire, j'allais dire quasiment cash. Il était content d'ailleurs, parce qu'il ne voyait pas ce qu'il allait faire de ces terrains. Il a changé d'avis quelques années après, quand il a vu la valorisation. Ce propriétaire nous a vendu autour de 500 hectares quand même, c'est pas rien. Et je disais qu'après, quand nous avons commencé à produire, malgré des prix très bas, qui étaient de l'ordre de mémoire l'équivalent de 18 € à peu près, on ne trouvait pas d'acheteurs, on avait du mal à vendre. Ce qui fait qu'on a accepté de vendre quasiment au prix de revient à beaucoup de gens qui avaient de l'argent. Après, ce sont les spéculateurs fonciers qui sont arrivés et qui ont vu aussi qu'un terrain qui commençait à être attractif, ça allait se revendre d'ici quelques années à un prix complètement dingue. Et je vous rappelle qu'aujourd'hui, à Jarry, le prix du terrain, c'est entre 300 et 500 €. Et je connais des terrains qui sont à près de 1000 € du mètre carré, j'entends. Ces gens-là, pour agrandir le terrain vendable, ils ont commencé à remblayer de la mangrove. Ça leur faisait gagner du terrain vendable. Et le deuxième malheur, c'est qu'entre l'imperméabilisation des sols, que nous-mêmes on a créé avec les routes et tout, les bâtiments, les parkings, tout ce que vous voulez, les flux pluviaux qui se sont accélérés depuis plus d'une vingtaine d'années, petit à petit chaque année, sur le moment, il tombe plus de pluie. Des terrains plus petits qui sont moins absorbants, et ces fameuses mangroves qui servaient de bassin de compensation et de régulation, mais tout en réduit la surface, c'est-à-dire leur capacité de régler les débordements ou les inondabilités fortes sont réduites. Que cette zone est très menacée à terme, j'espère me tromper, mais qu'il y a déjà des gens qui sont menacés par ce problème. Non, l'explosion de Jarry, c'est vrai qu'elle est très liée à 76. Un afflux extraordinaire de gens, mais souvent de gens détenteurs de petits commerces. Ils n'étaient pas là pour installer une usine de menuiserie aluminium ou que sais-je, non, petit commerce. Et donc c'est là que ça a commencé à lâcher. Et aujourd'hui on voit bien que Jarry, c'est une majorité de ça. C'est du commerce de proximité, des petits services, des activités tertiaires, etc., pour lesquelles c'était attractif. Alors, Jarry, au départ, c'est une zone de palétuvier. L'opération, il s'agit d'implanter le port industriel de Jarry. Et donc, à la pointe de Jarry, ce port va s'implanter. L'opération s'étend sur 200 hectares à peu près et permettra progressivement l'installation d'un terminal pétrolier, cimentier, céréalier. Dans les années 70-80, c'est la réalisation de la partie Wellbourg. Il y a une voie principale, une colonne vertébrale, c'est donc la voie de Wellbourg avec deux voies parallèles sur une zone qui progressivement va atteindre les 400 hectares. La route est perpendiculaire à la voie principale avec donc la colonne vertébrale et Wellbourg avec des voies de liaison et les lots dégagés vont permettre effectivement
d'aller vers des industries plus légères, la vente de commerce en gros. On est aux alentours des années 70-80. Se posent des problèmes, à la fois des problèmes de circulation, et la demande est de plus en plus forte. Ça devient de plus en plus difficile de stationner dans Pointe-à-Pitre. Jarry pourrait offrir peut-être une réponse aux personnes qui viennent faire leurs courses. Alors, à cette période-là, des aménagements sont faits, donc la voie principale, mais aussi suivra la voie verte. En cela, elle offre une sortie supplémentaire. La zone du côté de Moudon, sur à peu près 300 hectares, là on est aux alentours des années 80-90. Jarry, en chiffres, c'est quand même 3600 entreprises, 16 000 employés, un trafic sur les voies principales de 15 000 à 60 000 véhicules jour. Mais Jarry, c'est aussi une menace pour la mangrove, mais c'est aussi une continuité vers la zone de la Jaille, vers aussi la zone de Jabron. Et à un moment donné, effectivement, il faut penser à l'arrêter puisqu'elle aspire les activités du reste de l'agglomération, mais des autres communes de la Guadeloupe. On se dirige droit vers Jarry et le désert guadeloupéen. L'aménagement du territoire, je rappelle, c'est quand même la répartition des hommes et des activités. Il y a un vrai paradoxe. Comment vouloir aménager, équilibrer le territoire et tout concentrer à cet endroit-là? Comment vouloir, à un moment donné, redynamiser les centres-villes et les vider de leur activité? On ne peut pas laisser uniquement des communes, des villes dortoirs, des agglomérations dortoirs. Il va falloir effectivement penser à l'aménagement du territoire. Il faut bien se rappeler, parce qu'évidemment, que Jarry a été créé, l'idée, il fallait sortir du carcan point 3 et essayer d'avoir une zone où se développer. Donc Jarry a démarré, a commencé comme ça. Ça a pris de l'ampleur, mais la demande était sur le business, le commerce, les bureaux, c'est-à-dire l'activité immobilière qui est rentable. De ce fait, on a vu beaucoup de monde arriver. Je dirais vers 87-88, on a vu arriver le commerce. Et le commerce a commencé à se créer. Sur Ouelbourg, on a commencé à avoir des grands magasins de meubles, parce que ça a besoin de surface. Il leur faut 1500-2000 mètres. Et effectivement, il y a eu des transferts de Pointe-à-Pitre vers Jarry, parce que les gens avaient besoin de beaucoup de surface. Et on a vu commencer à s'installer les premiers magasins, et le développement commerce-bureau s'est fait de plus en plus. Et c'est vrai qu'on est arrivé à cette situation où on a plus de commerce finalement, et l'activité a lâché. Mais parce que les terrains sont devenus chers. Un industriel n'achète pas à 1000 francs du mètre carré. À l'époque, c'était 1000 francs du mètre carré en 89. Comment vous pouvez dire à un industriel d'acheter du terrain à 1000 francs du mètre carré quand il lui faut au moins 5000 mètres carrés pour monter un bâtiment normal de production? Ça veut dire tous les risques de Jarry. C'est un plan Céveso là-bas. Il y a le fait que Jarry est plat, à faible niveau. Donc en cas de tsunami, en cas de problème maritime, il y a des risques d'inondation réels sur une bonne partie de la zone. Donc il y a des risques d'inondation. Bon, la desserte pose problème parce qu'on n'a pas pensé grand. On a développé une mégazone. Alors là, et c'est là qu'il se pose la question, avons-nous pensé réellement l'aménagement du territoire en sens de développement? Le développement nous a poussé, nous n'avons pas pensé le développement, nous avons subi le développement. Et en 85, j'ai un atelier de production de charpente métallique et je constate bien une chose, il n'y a pas de terrain disponible et ça coûte cher. Mais il y avait beaucoup d'industriels qui se sentaient limités. Donc à ce moment-là, je me suis dit, il faut trouver une solution. Donc il faut créer une autre zone. Donc il fallait aller plutôt du côté de Sainte-Rose. Sainte-Rose, il y avait la Boucan. Et par hasard, j'avais vu ce terrain qui était là, il y avait de la canne dessus, c'était le terrain de Simonette. En un an, on a déclassé 30 hectares. En mars, la première tranche était faite. Les premiers 15 hectares ont été inaugurés, la zone était fonctionnelle. J'ai fait Jola, j'étais assez content de moi. Mais je me disais, c'est quand même dingue que j'ai fait une zone comme ça, dans un pays, tout seul, en un an. J'ai décidé, j'ai fait en un an, tout seul, une zone industrielle. Mais tout seul. C'est pas logique. Il y a quelque chose qui m'a toujours dérangé. C'est pas logique, ça doit être intégré dans une pensée collective, quelque chose de programmé. On parle de développement, j'entends parler tout le temps de développement. Qu'est-ce qu'on fait réellement aujourd'hui, développement? Le devoir qu'on a, c'est de créer les infrastructures pour permettre à des investisseurs privés de faire du développement. Mais on ne le fait pas, ça. Colin s'est développé. Mais Colin,
C'est presque comme si coller en Nouville, c'est des extensions de Jarry, on est bloqué. Jarry, c'est une sorte d'aimant. Je pense qu'à Capesterre, cette zone-là aurait dû voir le jour depuis fort longtemps. Ça, c'est un point d'équilibre intéressant. On est dans un carcan. Or, le développement, comme je vous dis, il ne se fera jamais tout seul. De 80 à aujourd'hui, quand on regarde, on peut dire qu'on n'a pas avancé. Donc, il faut quelque chose de solide, de cohérent et de structuré. Eh bien ça, pour l'instant, malheureusement, on n'en est pas. On n'en est pas du tout dedans, on en est loin encore. Et il y a un travail énorme à faire pour arriver là.